Bonsoir, bienvenue pour le 23h. Voici les titres. La réception des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales a débuté aujourd'hui. Elle prend fin le mercredi 29 août prochain. 15 box ont été installées à la commission électorale indépendante pour enregistrer les candidats. L'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, c'est le mardi 21 août prochain ici en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le COSIM et le CODIS. Nous entendrons leur déclaration tout à l'heure. Des dizaines de morts et de blessés, c'est le bilan de l'effondrement du pont Morandi à Gênes en Italie. Le drame s'est déroulé en fin de matinée sous une pluie battante. Les recherches se poursuivent sous les décombres en vue de retrouver d'autres victimes. Merci de nous rejoindre pour cette édition. La réception des dossiers de candidature à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux s'est ouverte ce mardi. Au siège de la commission électorale indépendante, 15 box ont été installés pour enregistrer les candidats dans 201 circonscriptions et 31 régions du pays. La date de fermeture est prévue ce mercredi 29 août 2018. Wojantele Soro, Herman Givi. Arrière-cour de la commission électorale indépendante, des box installés, une quinzaine environ, pour accueillir les dépôts de candidature pour l'élection des conseillers régionaux et municipaux. Reçus à ces box, de potentiels candidats venus se renseigner sur les dossiers à fournir pour pouvoir faire acte de candidature. Nous avons l'intention de présenter une liste lors des prochaines municipales. Donc à cet effet, pour ne pas qu'on soit en contrefait avec ce qui va se passer à la CEI, donc je me suis rendu physiquement pour prendre des renseignements afin de constituer nos dossiers pour les municipales prochaines. Je suis satisfait, oui, ils m'ont dit de passer au cyber, puis je fais sortir les documents. Et comme ça, quand je vois ma tête de liste, on verra ce qu'on va faire ensemble. Nous sommes là pour prendre les informations puisque nous en avons besoin pour pouvoir constituer nos dossiers. Le vice-président de la commission électorale indépendante, la CEI, Koné Sourou, nous renseigne sur les critères de sélection et d'acceptation des dossiers de candidature. On souhaite que les dossiers soient complets. L'ensemble des pièces à fournir est sur notre site, que les candidats peuvent consulter. Et il y a également sur le site le nombre de conseillers parce que c'est extrêmement important. Vous devez envoyer un dossier complet avec le nombre de conseillers régionaux pour les régions et le nombre de conseillers municipaux. Cette année, les chiffres ont varié par rapport à ce que nous avions avant à cause du recensement général de la population qui a eu lieu en 2014. Donc il faut que les candidats fassent attention, qu'ils aillent sur le site, qu'ils regardent le nombre de conseillers pour pouvoir constituer un dossier qui ne sera pas rejeté dans les box. Le dépôt des candidatures ouvert ce mardi 14 août 2018. La liste définitive des candidatures acceptées sera connue 10 jours après la fermeture des box d'enregistrement. Les élections locales, municipales et régionales sont programmées pour se tenir le 13 octobre 2018. Au terme de ces élections seront élus 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux en Côte d'Ivoire. On s'intéresse à la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer relative à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Un comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est réuni pour la deuxième fois à Accra dans le cadre de l'application de cette mesure. Les deux parties ont trouvé un accord sur la délimitation de la frontière maritime. Herman Givi. La poignée de main qui rassure. La poignée de main qui conforte l'accord trouvé entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. La poignée de main qui traduit l'engagement des deux parties à tout mettre en œuvre pour la bonne conduite des décisions qui sortiront du comité conjoint ivoiro-ghanéen, issu de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer. La création de ce comité conjoint réaffirme les bonnes relations de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. Une deuxième réunion de ce comité conjoint, deux pays, deux acteurs, Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, et Yao Osafo-Maafo, ministre d'État du Ghana. Pour rappel, les deux pays se disputaient la paternité d'une zone maritime riche en pétrole. Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer, cette deuxième réunion du comité conjoint ivoiro-ghanéen s'est tenue à Accra.
Au terme de celle-ci, le Ghana trouve acceptable la carte comportant le tracé des points pour la frontière maritime proposée par la Côte d'Ivoire. Au terme de cette rencontre, les parties ont conjointement reporté les 7 points et l'azimut conformément à la décision du Tribunal international du droit de la mer et ont convenu d'adopter à leur prochaine réunion en octobre 2018 en Côte d'Ivoire un document qui matérialise ce tracé de la frontière maritime. Figurera également sur la table des discussions pour leur prochaine rencontre le projet de protocole d'accord cadre de coopération en matière de frontières maritimes, d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles entre les deux pays. Avant de poursuivre, je vous donne lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, que le mercredi 15 août 2018, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. L'une des grandes fêtes donc de la vie chrétienne, l'Assomption, sera célébrée demain 15 août 2018. L'Assomption commémore la gloire de la Vierge Marie au terme de sa vie terrestre. Quel est son sens et son intérêt? Des réponses avec Grace Kando. Sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique à la cité Fermont dans la commune d'Atekoubé. Dans ce lieu, nous rencontrons Marie et Maïva. Ces deux adolescentes, bouquets de fleurs en main, se dirigent vers la statue de la Vierge Marie pour lui confier leurs intentions de prière. La Vierge Marie, elle est magnifique. Elle fait beaucoup de merveilles pour moi. Comme l'enceinte est bientôt, donc j'ai décidé de lui apporter un pot de fleurs. Je vais lui confier mes intentions au travers de cette rose-là, pour qu'elle se souvienne encore de moi. Pendant que certains fidèles offrent des bouquets de fleurs à la Vierge Marie, d'autres allument des bougies. Je suis venue allumer le siège à l'honneur de la Vierge Marie pour lui dire merci pour toutes les grâces, le bonheur et le succès. La fête de l'Assomption marque l'élévation et le couronnement de la Vierge Marie au ciel par Dieu. Les chrétiens ont toujours proclamé la bienheureuse Vierge Marie comme en partageant la gloire de son Fils au ciel. Alors, au soir de sa vie terrestre, elle a été emportée, élevée au ciel. Marie est comme une torche, un signe vivant, un signe divin pour nous dire, voici l'homme, voici ce à quoi nous devons ressembler. La fête de l'Assomption sera célébrée ce mercredi 15 août. Au niveau du sanctuaire marial, une veillée est organisée chaque année. Tous les dévots de Marie, tous les enfants de Marie, il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans, les autres confessions religieuses. Tous ceux qui aiment Marie viennent communier avec nous cette nuit-là. Nous venons lui confier notre pays, nous lui confier nos soucis familiaux, lui confier nos angoisses, nos peurs, lui confier un peu toutes les difficultés de notre vie. C'est en 1950 que le dogme marial de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII. La communauté musulmane s'apprête elle aussi à célébrer l'Aïd el-Kébir ou la fête de la Tabaski, la plus importante des fêtes islamiques. Elle aura lieu cette année en Côte d'Ivoire le 21 août prochain. L'information a été donnée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites. Leurs déclarations ont été recueillies par notre reporter Pargasso Rokoni. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hijri, correspondant au lundi 20 août 2018.
Par conséquent, la fête des Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête des Tabaski à toutes et à tous. Niye kibaroya ye ka bɔ an ya limamutɔnba fila fɛ n'o ye Kozim ye ani Kodis k'a yira siramaw na ko n'Ala sɔnn'a ma tɛnɛ nata o bɛna kɛ Arafa ye n'o bɛ bɛn uti kalo tile 20 ma o la sa seriba an bɛɛ bɛ min kɔnɔna o bɛna kɛ taratalon o bɛ bɛn uti kalo tile 21 o la sa limamu b'a fɔ la silamɛw bɛɛ lajɛlen ma k'a san bɛɛ san bɛɛ k'Ala san wɛrɛ di an ma ka san hɛrɛ caya ni jamana ka suma ye. Nous restons dans le domaine religieux avec le Hajj 2018. Les pèlerins ivoiriens sont en ce moment à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Le gouvernement a pris des dispositions pour le bon déroulement du Hajj. Plusieurs commissions ont été mises sur pied pour assurer l'encadrement des pèlerins durant les différentes étapes. Moussa Konaté est notre envoyé spécial en Arabie Saoudite. 6 800 candidats enregistrés pour le Hajj 2018 en Côte d'Ivoire, dont 5 000 du contingent étatique. Dès leur première escale à Médine, les pèlerins ivoiriens, au compte du commissariat du Hajj, bénéficient aussitôt d'encadrement. Un suivi qui débute depuis l'aéroport jusqu'au lieu de résidence. Le déplacement des personnes, le convoi des bagages, des tâches dévolues à la commission transport. D'abord une équipe qui est déployée depuis l'immigration, au passage au scanner par la douane. Et ensuite, il y a une autre équipe qui prend le relais, qui achemine les gens vers les cars qui sont mis à nos dispositions. Pour cette année, c'est 11 cars que les pèlerins depuis Abidjan connaissent le numéro de car. Et dès qu'ils arrivent, ils vont directement dans leur car. L'hôtel est connu et les cars s'acheminent avec un guide vers l'hôtel. Notre système de classement par car fait école ici. Une fois à l'hôtel, tout se met en place pour le logement. La commission hébergement rassure, tous les pèlerins seront logés. Vous avez trouvé qu'il y a des chambres de 5 lits, 6 lits, 7 lits au maximum. Voilà. Mais dans un hôtel de 5 étoiles, donc on rassure toute la nation ivoirienne, tous les Ivoiriens, que les 5000 pèlerins seront logés. Depuis Abidjan, on avait nos tickets d'hébergement. Donc c'était rapide et vraiment on n'a pas eu à attendre longtemps. Les pèlerins ivoiriens à Médine résident non loin de la grande mosquée de la ville. Un positionnement avec d'énormes avantages selon les guides religieux. Celui qui réussit à avoir 40 prières dans la sainte mosquée, Dieu lui inscrit 2 immunités. Une immunité contre l'enfer et une immunité contre l'hypocrisie. Donc, c'est cet avantage-là que nous venons rechercher à Médine. Ça a été toujours le cri de cœur de nos pèlerins et nos autorités ont donné avis favorable à ce cri-là. Nous les en remercions et prions Dieu pour eux. Je suis à 3 minutes de la mosquée. C'est-à-dire de ma chambre d'hôtel, je vois la mosquée. Ça, c'est impeccable. Donc, aucune prière ne peut nous échapper. La question du logement géré, une autre équation à résoudre, la restauration. Point essentiel des inquiétudes des pèlerins. Là encore, des notes de satisfaction, malgré la grande affluence aux heures de repas. Oui, il faut dire qu'au niveau de la restauration, nous nous basons plus sur ceux qui sont ici, parce qu'il n'y a seulement qu'une vingtaine de personnes qui viennent d'Abidjan. Donc ici, on a des locaux qu'on recrute, qui nous donnent vraiment main forte. C'est l'occasion effectivement de les féliciter, de les encourager pour l'effort qu'ils font pour soutenir la commission restauration. Quand je suis venu, on m'a montré qu'il faut aller prendre les plats. Donc j'ai pris le plat, on m'a donné le dessert. Donc vraiment, je suis satisfait pour ça. En plus d'être bien nourris et bien logés, les pèlerins ivoiriens peuvent être pris en charge en cas de maladie par l'équipe médicale. Il y a une équipe médicale à bord de chaque vol. Et chaque équipe médicale est censée gérer son vol. Il n'y a vraiment pas de cas graves. C'est des bobos. Les seuls cas auxquels on pourrait s'attarder, c'est sur le premier vol. Il y a eu un pèlerin qui a fait une rétention d'urine. Et le deuxième vol aussi, il y a eu une rétention d'urine. Depuis l'aéroport, on les a accompagnés à l'infirmerie de l'aéroport et on leur a fait mettre des sondes. Et puis
puis bon, tout se passe bien. Chaque fois même qu'on va pour les voir, ils sont absents, ils sont occultes, donc tout se passe bien. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que déjà, à l'intérieur du voile, en venant, la commission médicale était en tous nos petits soins. Il n'y a pas de petits bobos, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Et jusqu'à présent, dans les chambres d'hôtel, les visites médicales vraiment sont régulières. Et sur le point santé, les pèlerins sont bien suivis. Bravo au commissariat au Hadj, bravo à l'État de Côte d'Ivoire. D'autres commissions sont également à l'œuvre. Il s'agit de la commission sécurité pour veiller à la discipline, la commission sociale pour apporter assistance aux personnes vulnérables, aussi la commission religieuse pour les enseignements et informations utiles sur le Hadj. Toutes ces dispositions prises par les autorités ivoiriennes et guides religieux permettent aux pèlerins d'accomplir aisément le Hadj, le 5e pilier de l'islam. Depuis plusieurs années, les universités russes accueillent de nombreux étudiants ivoiriens. Ceux-ci y vont pour notamment poursuivre des études en sciences techniques. Mais ils sont souvent confrontés à de nombreux obstacles et leur quotidien est parfois difficile. On peut citer entre autres le froid glacial, la barrière linguistique et le coût de la formation. Pour mieux s'imprégner de cette réalité, notre reporter Serge Koleya a rencontré ces étudiants ivoiriens en Russie. Ils relatent leur quotidien dans ce dossier que je vous invite à suivre. Université russe de l'amitié des peuples à Roden, Moscou. Plus de 20 000 étudiants originaires de 150 pays s'y côtoient tous les jours. Parmi eux, 87 jeunes Ivoiriens. Mamadou Diomandé, doctorant en géologie régionale, Paolo Boli, en 2e année de PhD de médecine vétérinaire, font office d'anciens après 8 années d'études en Russie. On est obligé d'avoir un soutien venant de la famille, financier que moral. Moi, présentement, je vis à Troyes. J'ai un voisin libanais et j'ai un voisin tchétchène. Il y a le mode de vie russe. Au début, c'est très dur et avec le temps, on arrive à s'adapter. Les seuls étudiants qui arrivent à s'en sortir ici, le plus souvent sont les étudiants angolais, tanzaniens et sud-africains. Parce qu'eux, ils ont une très grande aide venant du gouvernement. Et en ce qui concerne les autres étudiants, c'est vraiment difficile. Par exemple, il y a une étudiante ivoirienne qui s'est fait opérer. J'ai été obligé d'appeler les étudiants ivoiriens pour qu'on se cotise entre nous afin de l'aider à pouvoir s'acheter les médicaments. Eric Niaoré, lui, étudie la mécanique des fluides. Il totalise 2 ans de présence dans ce pays au climat rigoureusement glacial. C'est un premier choc quand on quitte Abidjan, quand on arrive ici. Là-bas, il fait chaud, ici, c'est carrément le contraire, il fait froid. C'est très difficile. On a souvent même envie de retourner à Abidjan, on se sent dépaysé. Le premier interlocuteur pour ces étudiants ivoiriens reste l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie, qui essaie de les aider à étudier dans les meilleures conditions. Il y a des étudiants qui sont boursiers de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des étudiants qui sont boursiers de l'État russe, parce que nous avons une très belle coopération scientifique avec la Russie, qui nous octroie entre 20 et 30 bourses chaque année. Pour étudier en Russie, la majorité des étudiants bénéficient d'une bourse. Cependant, ces bourses s'avèrent insuffisantes, selon les étudiants, pour couvrir toutes leurs charges. Il y a la cité qu'il faut payer, il y a l'assurance, il y a les coûts. Il faut se vertir, il fait très froid ici. Les prix augmentent chaque année et État ivoirien comme État russe, la bourse n'augmente pas. Le minimum, c'est 5 000 roubles à 7 000 roubles, alors que nous recevons environ 1 500 roubles par mois. Pour Eric Niaoré, la tâche est beaucoup plus difficile. Bon, il y a certains étudiants, dans mon cas, qui ne sont ni boursiers de l'État de Côte d'Ivoire, ni boursiers russes. Moi, ma scolarité fait 3 millions de francs CFA et c'est la famille qui est obligée de joindre les 2 bouts pour pouvoir m'envoyer les frais de scolarité. Donc, je travaille dans mes temps libres dans un restaurant qui me permet d'avoir juste de quoi à faire les déplacements, à me nourrir et aller en cours. Boursiers ou pas, les étudiants sont obligés de chercher de petits boulots pour compenser le déficit financier, même si la loi russe le leur interdit. Le simple fait d'être étudiant, tu n'as pas un permis direct de travail. Ce ne sont que des sous-boulots que tu te permets de faire. Tu vas arrêter dans le froid et après tu dois rentrer à la maison tout fatigué, il y a les médicaments à acheter vu qu'en Russie, pendant la période de froid, ça te demande beaucoup de manger, de prendre des vitamines. Malgré toutes les difficultés, les étudiants ivoiriens font honneur à la Côte d'Ivoire.
Les Ivoiriens font partie de nos meilleurs étudiants. Ils sont dynamiques et actifs du point de vue académique et social. Depuis la création de l'université, nous avons formé plus de 300 ingénieurs, scientifiques et cadres ivoiriens. Après leurs études en Russie, la grosse incertitude pour ces diplômés demeure leur intégration une fois rentrés au pays. Je suis rentré en Côte d'Ivoire pour faire mon équivalence. L'année passée, j'ai eu mon diplôme de médecin et je voulais m'inscrire à l'ordre des médecins vétérinaires. Et vraiment, ça n'a pas été facile. On me demande des documents qu'à d'autres étudiants venant de d'autres pays qu'on ne pose pas. On souffre ici, on se bat. Et tu rentres au pays, on te fatigue encore dans l'administration. Nos diplômes sont difficilement acceptés. Pourtant, là aussi fait partie des meilleurs pays au monde qui forment en matière de médecine et de technologie. Nos dévanciers qui ont déjà fini, que tu appelles, ça fait déjà 2 ou 3 ans, ton doyen est Abidjan, il te dit que vraiment mon petit, ça ne va pas, je n'arrive pas à me serrer, je ne travaille toujours pas. Ça ne motive pas déjà ceux qui sont là à rentrer. Ça fait que la plupart des étudiants ivoiriens ici, pour ceux qui en ont les moyens, vont en France ou dans d'autres pays pour continuer ou se trouver du boulot. Réussir ses études en dépit de tous les obstacles, telle est la devise des étudiants ivoiriens en Russie, à l'image de Mamadou, Paolo et Eric. Retour en Côte d'Ivoire, précisément à Néguépié, village situé à quelques kilomètres de la ville de Tingrela. Cette localité a été raccordée au réseau électrique national. Le samedi 28 juillet dernier, l'événement a été célébré à l'initiative de la mutuelle de développement de Kadile-Ouest. C'était l'occasion pour les populations d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Gabriel Zani. Cela fait 20 ans que les populations de Néguépié ont chéri ce rêve, voir le village électrifié. Eh bien, c'est chose faite. Depuis des semaines, le village de Néguépié a la lumière. Les populations de la localité, en fait, ont remercié Alassane Ouattara, le président de la République. Et elles avaient à leur côté le président du Conseil constitutionnel. En organisant la fête de la lumière aujourd'hui, les populations du Kadile-Ouest ont à cœur d'exprimer leur gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, car c'est grâce à lui que l'électrification du village de Néguépié a été réalisée. La lumière est à Néguépié, mais le village tarde à devenir chef-lieu de sous-préfecture. Et cela demeure au nombre des doléances des communautés. L'électrification de 5 autres villages de la région, dont Fimbiasso, Umbele, Missasso, Tiampa et Naniasso, l'est aussi. Mais au-delà de ces attentes s'ajoutent aussi les questions de l'orpaillage illégal et de la migration clandestine, 2 fléaux grandissants chez les jeunes de la région. Les jeunes, en effet, se lancent chaque jour en aventure à travers le désert. Jeunesse du Kadile-Ouest, je demande donc de garder constamment à l'esprit que le vrai bonheur, c'est celui que l'on vit chez soi et non à l'étranger. Mettez-vous au travail aux côtés de vos parents. La fête de la lumière à Néguépié est transformée en appel au travail qui produit la richesse et le développement aussi. Dans ce sens, Mariatou connaît la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Et Bamba Siaman, le président du conseil régional, en fait des dons, en particulier des tables bancs aux écoles et une ambulance au centre de santé communautaire. La commune de Kong a changé de visage en 5 années. De nombreuses infrastructures ont été réalisées dans ce chef-lieu de département. Désormais, il fait bon vivre à Kong, c'est ce que nous dit notre reporter Kader Sogodougou. Des voies bitumées, l'eau et l'électricité disponibles sans interruption, une présence de différents services de l'administration qui est une réalité et qui se poursuit, l'école et la santé, l'épineux problème de l'habitat solutionné, un marché moderne. Kong, sous l'impulsion de son maire, le ministre Téné Birahima Ouattara est sorti des visions troubles de l'obscurité à la gaieté de la lumière. Un changement qui n'échappe pas aux populations de cette ville historique. Le Kong a beaucoup changé par sa vision éclairée, par l'union et l'attente qu'il a prônée, qu'il a sans cesse prônée, par son humanisme et sa générosité. Il a fait de Kong une belle cité où il fait bon vivre, où il y a la cohésion et l'entente.
La jeunesse est restée une priorité dans l'atteinte des objectifs de développement initiés par la municipalité. De nombreux projets financés, l'agriculture, des projets générateurs de revenus et bien d'autres comme des permis de conduire. Une jeunesse qui retrouve le sourire et qui est reconnaissante. Pour lui, une jeunesse épanouie, c'est la source d'un développement partagé. Une jeunesse bien formée, c'est l'avenir qui est assuré. Et nous avons œuvré dans ce sens-là avec son appui. Pour le maire, le plus difficile est peut-être passé. Des efforts colossaux sont aussi à envisager. C'est vrai que nous avions un projet de faire un certain nombre de réalisations, aussi bien donc pour cette année 2018 que pour le plan triennal 2019, 2020, 2021. Et le Conseil devra rendre compte à la population de ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour les 3 années à venir. La cohésion sociale par le sport. Les jeunes du département s'y mettent. Le coup d'envoi du tournoi de la fraternité, doté du trophée Téné Birahima Ouattara, a été donné. D'ailleurs, chaque année, il est très attendu. Les taux de déclaration de naissance et de décès à l'état civil en Côte d'Ivoire sont encore faibles, même si des améliorations sont notées ces dernières années. Pour sensibiliser les populations sur la nécessité de ces déclarations à l'état civil, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité réfléchit à une meilleure stratégie de communication. Michel Digri. Selon les chiffres de l'annuaire de l'état civil en Côte d'Ivoire, la moitié des enfants nés entre 2014 et 2016 n'ont pas été déclarés dans les délais légaux. Le taux de déclaration des naissances en 2017, lui, est estimé à 54%. Cela voudrait dire qu'environ 35% des naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil. Une situation préjudiciable pour les concernés si rien n'est fait pour leur attribuer une existence juridique. Pour remédier durablement à la non-déclaration des naissances à l'état civil, le ministère de l'Intérieur réfléchit sur une stratégie de communication efficiente. Lago Dago Diaye, directeur général de la décentralisation, donne les enjeux de cet atelier qui réunit les professionnels de la communication et les acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire. Il convient donc de conjuguer nos efforts par une synergie d'actions. Ces actions pourraient mettre en relief la planification et le développement d'activités de sensibilisation et de communication mieux élaborées, plus adaptées aussi bien au contexte qu'à la cible. Ces réflexions pour l'élaboration de la stratégie de communication permettront d'hiérarchiser les problèmes prioritaires à résoudre, de définir les messages clés à adresser aux populations cibles, afin de déterminer les axes stratégiques et canaux de communication. Pour le reste de l'actualité dans le monde, nous irons en République démocratique du Congo et en Italie. Mais tout d'abord, rendons-nous au Mali en compagnie d'Olivier Irié et Abou Sanogo. Une portion du pont autoroutier s'est effondrée ce mardi à Gênes en Italie. Le bilan provisoire fait état d'une trentaine de morts et des dizaines de blessés. Les causes de ce drame restent pour l'instant méconnues. Mais à en croire les premières évaluations techniques, cet affaissement serait dû aux défaillances structurelles du pont construit dans les années 60. Les équipes de recherche s'activent pour extraire des personnes encore sous le décombre. Après le second tour de la présidentielle malienne du dimanche dernier, Soumaïla Cissé rejette déjà les résultats avant leur proclamation. Le candidat de l'opposition déplore la brève arrestation des membres de son équipe de communication par les services de renseignement maliens confisquant leurs ordinateurs et téléphones. Il accuse le pouvoir d'avoir mis hors d'usage le système de comptabilisation électorale de l'opposition. Les résultats du scrutin entre le chef d'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta et son rival doivent être proclamés avant la fin de cette semaine par la Cour constitutionnelle. La République démocratique du Congo a commencé à utiliser un traitement expérimental contre le virus Ebola. Développé par un professeur congolais, le vaccin sera utilisé pour la première fois contre une épidémie active. Le virus sévit actuellement dans l'est du pays. Le traitement, développé aux États-Unis en 1995, découle des travaux du professeur Jean-Jacques Mouyembe, l'un des deux hommes qui ont permis la découverte du virus Ebola en 1976. Le reste de l'actualité dans le monde nous a conduit en Italie, au Mali et en République démocratique du Congo.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Excellente fin de soirée. À très bientôt.